On l'a déjà vu ensemble, les lieux qui ont été témoins de grandes souffrances humaines, à une échelle démesurée, sont souvent ceux qui figurent sur la liste des lieux les plus hantés de la planète. Quand des centaines, parfois des milliers de personnes souffrent, agonisent, désespèrent, décennie après décennie, dans le même bâtiment, il est normal qu'ils se retrouvent un peu souillés. Il est normal aussi que notre imagination s'emballe, que les légendes se propagent, et que l'on fantasme toutes sortes de visions cauchemardesques. Rappelons que ces tragédies sont avant tout humaines et bel et bien ancrées dans une réalité palpable et pétrie d'injustice. Seulement, notre résilience tient aussi dans notre capacité à fuir le réel quand il est trop laid, même quand c'est pour le remplacer par des ghouls et des démons. Je suis Taous Merakchi. Vous écoutez Feu de camp saison 5, le podcast énergie qui vous transporte dans des histoires paranormales et non élucidées. Lorsqu'il ouvre ses portes en 1829, l'Eastern State Penitentiary de Philadelphie promet une nouvelle vision de l'incarcération. Malgré ses airs de vieux château médiéval hostile, le pénitencier a quelques avantages luxueux dont même le président de l'époque, Andrew Jackson, ne jouit pas encore à la Maison-Blanche. Il est notamment doté d'un système de chauffage central et relié à l'eau courante. Alors que l'homme à la tête du pays fait encore ses besoins dans des pots de chambre, les détenus, eux, ont des toilettes équipées de chasses d'eau fonctionnelles. Les conditions d'incarcération sont différentes de ce qui se fait à l'époque dans le pays et suivent un modèle de détention individuelle. Il n'y a qu'un prisonnier par cellule, dont les portes étroites s'ouvrent sur un minuscule espace extérieur par lequel on fait passer les repas et où les détenus peuvent prendre l'air 1 heure par jour, seuls. Ces espaces de détente sont séparés par des murs très hauts pour empêcher les condamnés de communiquer entre eux. Au plafond de chaque cellule se trouve une lucarne ouverte sur le ciel, surnommée l'œil de Dieu, servant à rappeler à son occupant que le Tout-Puissant l'observe en continu. L'idée générale derrière cette nouvelle méthode d'incarcération est plutôt noble. La structure est basée non pas sur le concept du châtiment, mais sur celui de la pénitence et de la réforme. Ces concepteurs sont intimement convaincus qu'en forçant les condamnés à faire face à leurs pensées et par extension à leur conscience sans autre forme de distraction, ils ne pourront que se repentir. Tout ça, bien sûr, c'est sur le papier. Parce qu'en réalité, la prison devient rapidement fidèle à l'idée qu'on se fait d'un tel établissement. Un lieu de souffrance et de torture, surpeuplé, insalubre et inhumain. Les cellules ne restent pas individuelles longtemps, et au bout de quelques années, le pénitencier abrite 7 fois plus de prisonniers que ce qu'il est capable de recevoir. Et puis, les toilettes et la chasse d'eau, ça fait rêver, jusqu'à ce qu'on sache que seuls les gardes peuvent activer la plomberie et que la chasse n'est tirée que 2 fois par semaine à heure fixe pour tout le monde. Le reste du temps, il faut vivre avec. Pour autant, les portes de l'établissement s'ouvrent volontiers aux visiteurs curieux de découvrir tous les équipements modernes dissimulés derrière cette façade néo-gothique. Parmi les visiteurs les plus célèbres se trouve l'écrivain Charles Dickens, qui, après sa visite de 1842, dira « Le système de détention individuelle est rigide, strict et sans espoir, et je suis convaincu qu'il est cruel et mauvais. » Pour lui, la solitude imposée ne peut pas être un moyen efficace de sauver l'âme des prisonniers. Elle est au contraire un outil très efficace pour la détruire, pour déraciner toute humanité, et constitue en soi un châtiment autrement plus sadique que toute autre forme de torture physique. Et pourtant, ça n'empêche pas les gérants qui se succèdent à la tête de l'établissement d'infliger des sévices corporels aux détenus. Puisque la torture psychologique ne semble pas suffire, des punitions plus concrètes sont mises en place pour convaincre les criminels de se repentir. Il faut dire qu'au fil des années, ils sont des centaines à tenter de s'évader du lieu. Certains y parviennent, mais ils sont vite rattrapés et renvoyés à la case départ. Un seul d'entre eux a réussi son évasion. Alors pour décourager toute autre forme d'insubordination, les gardes font preuve d'inventivité et n'hésitent pas à punir généreusement tous les prisonniers dont ils jugent le comportement indigne du règlement de l'établissement. Les châtiments varient, mais ne perdent jamais en cruauté. Certains détenus sont déshabillés, placés dans la cour extérieure de la prison, puis aspergés d'eau froide avant d'être suspendus à un mur jusqu'à ce que des cristaux de glace se forment sur leur corps. D'autres sont attachés à des chaises avec des liens si serrés que leur circulation est coupée.
Pour décourager toute communication entre les prisonniers, ceux qui dérogent à la règle sont bâillonnés à l'aide d'un appareil en métal reliant leur langue à leur poignet menotté. Le moindre mouvement entaille l'organe, menaçant de l'arracher de leur bouche. Les plus difficiles à mater sont envoyés au trou. Une cellule souterraine sans fenêtre, sans lumière, sans toilette, sans contact humain, et avec juste ce qu'il faut de nourriture pour ne pas mourir, mais pas une miette de plus. Malgré tout, la prison reste ouverte et active jusqu'en 1969. Aujourd'hui, c'est un lieu touristique avec tout un tas d'attractions, une chasse au trésor pour les enfants et même un audioguide narré par l'acteur Steve Buscemi. Autour d'Halloween, la prison se transforme en maison hantée et des acteurs s'y cachent pour sauter sur les visiteurs apeurés, faisant retentir des hurlements de peur et des éclats de rire par centaines. Mais elle attire aussi un autre public, les chasseurs de fantômes et amateurs de vrais frissons. Parce qu'évidemment, on ne peut pas être un bâtiment aussi impressionnant, avec une histoire aussi violente et un nombre de morts aussi élevé, sans créer de spectres. On compte au moins 50 suicides dans l'histoire de la prison. Un acte qui, selon les croyances religieuses les plus communes, promet à coup sûr de finir en revenant et de ne jamais trouver le repos éternel. Les rumeurs parlent également d'une dizaine de meurtres, mais quelque chose me dit que ce chiffre est à revoir à la hausse, si on compte tous les dérapages des gardes, les morts par négligence et maltraitance, et les séances de torture qui ont mal fini. Même à l'époque, certains prisonniers racontent avoir reçu des visiteurs de l'au-delà. C'est le cas notamment du détenu le plus célèbre de l'histoire de la prison, le gangster Al Capone. Alors qu'il purge sa peine dans sa cellule individuelle meublée, on y trouve un fauteuil de lecture, un beau tapis oriental, un bureau, de jolies lampes et même une radio pour écouter les valses dont il est si friand. Il reçoit un jour la compagnie d'un homme dont il aurait bien pu se passer. Il s'agit de James Clark, l'une des victimes du massacre de la Saint-Valentin de 1929 que Capone aurait supposément commandité. Régulièrement, l'homme revient d'entre les morts pour torturer le gangster et lui rappeler sa culpabilité. Peut-être est-ce tout simplement le signe que cette histoire d'isolement et de face-à-face avec sa conscience fonctionne pas si mal, finalement. Depuis que le commun des mortels peut entrer plus ou moins librement dans le pénitencier sans crainte de voir ses portes se refermer, d'autres fantômes sont régulièrement aperçus. Et ils ne sont pas tous humains, d'ailleurs. Dans le but de rebooster un peu le moral des prisonniers, un chien est venu vivre un temps entre les murs de la prison à partir de 1924. Et il est dit qu'on peut encore l'entendre aboyer de temps en temps. Il s'appelait Pep, si jamais vous voulez l'appeler par son nom et lui offrir une petite babale lors de votre prochain passage en Pennsylvanie. Ça, c'est la partie mignonne. Bien qu'imaginer entendre un chien grogner dans l'obscurité ne soit pas la vision la plus réconfortante du monde. Mais on va dire que Pep est un gentil toutou fantôme, ok ? Pour les manifestations un peu moins rigolotes, on parle par exemple d'une activité assez développée dans le bloc cellulaire 12, où des émeutes ont eu lieu en 1933, lorsque les détenus ont décidé de mettre le feu à leurs cellules pour se rebeller contre les conditions de vie. Toute cette concentration de révolte et de colère se ressent encore dans les murs, comme en témoignent les visiteurs et le personnel du lieu. On peut parfois y entendre des voix et des rires haut perchés et sadiques. Des guides touristiques affirment que les portes des cellules s'ouvrent régulièrement toutes seules. Des silhouettes qui courent peuvent être aperçues sur la coursive qui longe les cellules, ce qui ne manque jamais de glacer le sang de ceux qui les aperçoivent. Dans le bloc 8, il est fréquent de ressentir un pic d'activité paranormale aux alentours de la cellule 49. Des témoignages parlent d'une énergie fondamentalement mauvaise, qui prend à la gorge et inspire angoisse et terreur. Et pour cause, c'est dans cette cellule que le prisonnier Joseph Havel poignarde son colocataire George Kopp en 1940, avec une paire de ciseaux. Dans les années 90, un serrurier du nom de Gary Johnson est embauché pour faire quelques petits travaux de restauration dans la prison. Alors qu'il parvient enfin à briser un verrou particulièrement récalcitrant sur la porte d'une cellule du bloc 4, il ressent soudain une emprise extrêmement violente qui l'empêche totalement de bouger, comme s'il était enserré par une force invisible. En regardant autour de lui, il voit des visages tourmentés bouger sur les murs de la cellule, et l'un d'entre eux l'invite à s'approcher plus près. Et quand enfin le sort se brise, l'homme prend ses jambes à son cou et file à toute vitesse, aussi loin que possible.
De nombreux spécialistes sont depuis convaincus que le serrurier a malgré lui relâché des forces maléfiques en ouvrant cette cellule, ce qui expliquerait certains phénomènes observés et entendus dans la zone. Et bien sûr, l'activité est également présente dans le couloir de la mort, où logeaient les prisonniers condamnés à la peine capitale. Mais les voix qu'on y entend ne sont pas des lamentations ou des cris de désespoir. Pire, ce ne sont que des chuchotis. À peine perceptibles, ils viennent se loger dans le creux de votre oreille pour s'immiscer dans les replis de votre cerveau et ne plus jamais vous quitter. Il y a aussi l'infirmerie qui est un haut lieu d'activité paranormale. Là, c'est moins subtil. On peut y entendre régulièrement des hurlements, des râles de douleur et de terreur, mais aussi des pleurs. Ceux qui ont la chance d'échapper à ces cris témoignent néanmoins d'une ambiance nauséabonde, d'un sentiment de malaise intense et de l'impression étrange d'être observé par quelqu'un ou quelque chose d'invisible. Même si certaines zones sont plus actives que d'autres, les esprits du pénitencier peuvent se manifester un peu partout dans l'enceinte du bâtiment. Et ils ne manquent pas d'inventivité. Ils peuvent, par exemple, passer tout près de vous, chuchoter votre prénom, ou vous tapoter sur l'épaule et disparaître dès que vous vous retournez. Ils s'amusent aussi parfois à claquer les portes des cellules quand vous passez à proximité pour vous faire sursauter. Ou bien, pour être plus malin, ils se contentent parfois d'en secouer violemment la poignée. Étrangement, plusieurs personnes racontent aussi avoir entendu des bébés pleurer dans le bloc cellulaire 7, qui était réservé aux détenues féminines. Malgré tous ces témoignages et tous les phénomènes dont il est possible d'être le spectateur apeuré, le moyen le plus sûr de vivre une expérience terrifiante et mémorable au sein du pénitencier est encore d'y revenir entre fin septembre et début novembre. Tous les ans, environ 100 000 personnes s'y présentent en plein cœur de la période d'Halloween pour y vivre une aventure spectaculaire. La prison est divisée en plusieurs secteurs, dans lesquels on retrouve 5 maisons hantées aux noms qui font rêver, comme le Jardin des Gargouilles, la Crypte ou encore Delirium. Il y a des bars à thème, des spectacles, des visites guidées et des centaines de comédiens déguisés prêts à vous bondir dessus pour vous faire crier le plus fort possible. Chaque lieu a son scénario et sa scénographie propre. La Crypte, par exemple, vous plonge au cœur du repère d'un vampire qui réclame un sacrifice. Dans le parcours intitulé « Cauchemar », vous aurez droit à une ambiance rappelant les pires épisodes de paralysie du sommeil, peuplée de créatures terrifiantes qui veulent vous garder prisonnier de leur royaume. Une des visites guidées vous entraîne dans la partie médicale du lieu, avec une petite condition. La seule source de lumière est celle de la lampe torche tenue par le guide. Bien sûr, pour vous remettre de vos émotions, il y a toujours la possibilité d'aller siroter un cocktail et regarder un spectacle de danse au bar clandestin d'Al Capone, dans une ambiance rappelant l'époque de la Prohibition. Je ne peux néanmoins m'empêcher de me poser la question. Si les fantômes des détenus sont bel et bien coincés entre les murs, que pensent-ils de tout ce cirque qui se présente à eux chaque année ? Ne se sentent-ils pas insultés de voir le lieu dans lequel ils ont tant souffert devenir un terrain de jeu pour les amateurs de frissons ? Ou est-ce qu'au contraire, c'est un soulagement de le voir devenir un lieu de joie et de plaisir après avoir hébergé autant de souffrance en son sein ? Peut-on honorer la tragédie humaine qui s'y est déroulée tout en s'amusant comme des petits fous ? Vous avez 2 heures. Tout ce que je sais, c'est que si j'étais un fantôme, j'en profiterais sans doute pour me glisser entre les comédiens déguisés et semer le trouble. Je jouerais sur l'ambiguïté de l'attraction pour rajouter un peu de chaos à toute cette ambiance joviale et bien huilée. J'arroserais les arroseurs, je saboterais les équipements, je ferais chier mon monde, quoi. Quitte à rester coincé dans un lieu pourri pour l'éternité, autant y trouver un peu de fun. Ou alors, peut-être que je trouverais le moyen de voyager à travers les ondes pour ne jamais rester coincé au même endroit. Peut-être que seule ma voix pourra parvenir jusqu'à vous, par le truchement de quelques astuces électroniques via, je sais pas moi, un podcast par exemple. Merci d'avoir écouté Feu de camp, un podcast énergie produit par Paradiso Media, écrit par Taous Merakchi et réalisé par Gérald Doré.